Vous saviez, vous, qu'il existe une basket qui se recycle intégralement? Des chaussures biosourcées qui fonctionneraient comme du compost, en somme. Après utilisation, elles se désintègrent, puis redeviennent une paire toute neuve qui vous arrive directement à la maison. Fini la consommation coupable. Avec cette première chaussure circulaire et recyclable à l'infini, consommée sans entrave, la planète vous dira merci. Pour produire un tel miracle, il fallait un génie, et il est suisse. C'est lui. Forcément, notre Roger national. Ou plutôt la marque à laquelle il a associé son argent et son image, On Running. En 10 ans, cette société zurichoise est devenue une multinationale et s'est faite une place à côté des géants comme Nike ou Adidas, tout en restant modeste. Les gens sont de plus en plus sceptiques face aux grandes multinationales. Le fait d'être une petite société ancrée en Suisse, ça nous avantage. Ça nous permet d'être plus proches de nos clients. Ce qui n'empêche pas les très grandes ambitions. Dernière en date, sauver la planète en multipliant ses baskets. Et oui, avec On, c'est compatible. Les contes de fées, nous, on adore. Mais comme on est aussi journaliste, on va quand même vérifier. Et c'est là que l'aventure démarre. L'histoire de la chaussure biosourcée, c'est ici qu'elle commence. Nous sommes à l'ouest de l'Inde, à Katasana, dans l'état du Gujarat. Vishnubai et son épouse Savitaben sont un couple d'agriculteurs plutôt heureux. Le ricin, cette plante qu'ils cultivent sur un demi-hectare, leur assure un revenu très correct. Jusque-là, tout va bien. Nous pouvons l'utiliser pour plein de produits. Des savons, des shampoings, les médicaments ayurvédiques ou même les médicaments pour la peau. Même si la récolte est éprouvante pour les cervicales, car le ricin pousse en hauteur, c'est une plante miraculeuse dans cette région semi-aride. Avec ou sans pluie, ça pousse. Regardez, c'est comme ça qu'on obtient l'huile. Si on appuie dessus, on peut l'extraire. Vous avez vu? Elle sort. Les graines de ricin sont vendues au niveau international. C'est pourquoi nous obtenons une bonne valeur sur le marché. C'est pourquoi nous cultivons toujours plus de ricin. Ce que Vishnubai et Savitaben ne savent pas, en tout cas pas encore, c'est que leur récolte ne servira peut-être pas qu'à soigner des problèmes de peau ou à embellir les cheveux. Ils croient leurs graines de ricin destinées à des remèdes ayurvédiques, bons pour le corps et l'esprit, donc bons pour la planète. Mais est-ce vraiment le cas? C'est cela que nous allons chercher à comprendre. À 8000 km de là, voici Marcel. C'est notre personnage, il est fictif, le prototype du client On Running. Urbain, plutôt aisé, soucieux de sa santé mais aussi de la planète, il est raccord avec son époque. Il aimerait courir au bord du lac, mais sachant que les baskets sont rarement très écolos, il cherche une solution. Et là, révélation. This is the Clout Neo. It's the first ever fully circular running shoe. But you'll never own it because we need it back. So we can recycle it infinitely. Le clip est séduisant, il faut dire que On Running a du savoir-faire. L'entreprise a beau être jeune, elle communique avec brio et ça lui réussit. En quelques années, la start-up zurichoise est devenue un acteur mondial dans le secteur archi-concurrentiel de la basket. Et elle sait le raconter. Courir, c'est travailler chez nous. On fait
Nous faisons même des séances en courant. Son équipe est dynamique, son objectif universel, faire courir l'espèce humaine un peu partout sur la planète. C'est même en courant dans les rues de New York que la marque est allée se faire coter à Wall Street en 2021. Une consécration étincelante grâce à son atout irrésistible, Roger Federer. Dès 2019, il a investi dans la marque. Le montant est confidentiel, mais le symbole puissant, à lui, tout réussi. Résultat, l'Amérique est conquise, c'est 60% des ventes, et le chiffre d'affaires a explosé. 3 milliards attendus pour 2025. On cartonne aussi en Suisse, surtout chez les urbains plutôt aisés, comme dans ce bureau de négoce à Genève. Ici, on vend et on achète du riz, la marque au pied. C'est le directeur financier qui a commencé. Je suis un fan de cette marque depuis au moins une dizaine d'années. Et puis, j'ai passé le virus à mes collègues. On est un peu des ambassadeurs aussi. Moi, je trouve que, donc, quelque part, le fait d'avoir des chaussures suisses au pied, ça nous fait plaisir. D'accord, donc les documents partent encore cette semaine. L'arrivée de Federer dans le capital, c'est clair que ça a été un essor très très important, parce que tout le monde aime Federer, c'est un peu monsieur parfait, qui a toujours tout réussi. Voilà, donc on peut plus facilement s'identifier à une personne comme ça. Roger et ses jolies baskets, cela semble plutôt loin, vu de Patan, dans l'ouest de l'Inde. C'est pourtant ici que l'aventure de notre chaussure écologique va réellement commencer. Les graines de ricin, patiemment récoltées par Vishnubai et Savitaben, se retrouvent au Mandi, le marché aux enchères, situé à 1 heure de route de chez eux. Allez à la criée. Vous aurez toutes les informations. Là-bas. Les enchères battent leur plein. Les graines de ricin vendues par lot de 75 kilos sont destinées au pressoir. Car c'est quand elles deviennent de l'huile que les graines, poison mortel à l'état naturel, prennent toute leur valeur. Parmi les acheteurs, Jaswant est envoyé par le moulin-usine qui fournira entre autres la matière première de notre future chaussure biosourcée. Mais lui non plus ne le sait pas encore. Nous avons besoin de 7000 sacs par jour à l'usine de broyage au nom de Gokul Agro International Limited. Nous achetons les marchandises pour eux. On en extrait de l'huile et on en fait différents dérivés. Nous exportons directement vers les pays étrangers. Mais comment ces graines peuvent-elles devenir des chaussures? La pub ne nous aide pas beaucoup à comprendre. Le site internet non plus. Aucune explication sur sa transformation. Nous avons commencé à travailler avec On Running, une société suisse. Pour faire sa basket vertueuse, On est donc allé chercher ce géant de la pétrochimie, le français Arkema. Avec la fabrication de la première chaussure de running 100% recyclable, la Cloud Neo. L'entreprise est très fière d'être la seule au monde à savoir transformer l'huile de ricin en un polymère, le Rilsan, un nylon super résistant. Mais comment? D'après la pub, c'est simplement magique. Nous partons de graines de ricin qui sont broyées pour donner de l'huile de ricin. Cette huile est transformée en un monomère l'amino 11. Ce monomère est polymérisé. Vous avez compris, grâce à Arkema, notre graine devient un polymère. Comme ça. Et un polymère, c'est quoi? Quand il est synthétique, c'est du plastique, tout simplement. Mais le mot n'est jamais prononcé. On préfère montrer les champs de ricin, c'est plus bucolique. Mais ça n'explique toujours pas comment la graine devient une basket. Pour comprendre, rendez-vous est pris avec Arkema. Mais l'interview est annulée au dernier moment sur intervention de On Running. La marque n'a alors pas décidé si et quand elle nous parlerait. Pas question que son partenaire nous reçoive. Pour les explications, il va donc falloir compter sur
lui. Here are the beans, and we make this out of them. Seems like magic, but it's just science. Et la science, la voilà. C'est à Marseille qu'on la découvre. Au cœur du 11e arrondissement, des cuves, des tuyaux, de la fumée. Le site est classé Seveso seuil haut. C'est le risque maximum en matière industrielle. La vie des riverains est régie par un plan de prévention des risques peu rassurant. Le plus grand danger vient d'une fuite de gaz lourd. Il en faut beaucoup pour transformer le ricin en plastique. Et le danger est mortel. Tout ça pour faire notamment notre basket dite durable. Ici aussi, les riverains l'ignoraient. Nous, qui savons que le plan de prévention il est fait justement à cause du chlore, de l'ammoniac et surtout du brome qui est juste derrière nous, je ne vois pas comment on peut parler de produits verts en fait. Si peut-être à la base il y a un petit truc de végétal, il y a beaucoup d'autres produits chimiques qui sont rajoutés dessus. Donc c'est effectivement choquant. Lucien Calenzo et son épouse Annie n'ont pas compris tout de suite le danger. Ils vivent ici depuis 35 ans. Mais l'explosion en 2001 de l'usine AZF qui a soufflé la ville de Toulouse, faisant 31 morts et 3000 blessés, a changé leur regard sur le site chimique installé à seulement 300 mètres de chez eux. Déjà, quand vous voyez de l'extérieur, c'est pas sympa cette usine. Quand vous allez dedans, vous vous sentez tout petit que ce gros machin. Oh mon Dieu, c'est rouillé partout. Ces tuyaux, ces grosses cuves, c'est... Tu te dis, mon Dieu, si ça saute, on saute avec. Leur maison est juste en bordure du rond bleu, la zone critique. Pour comprendre les risques, il faut se plonger dans le plan de protection qui détaille tous les accidents potentiels, leurs effets et la distance à laquelle ils se produisent. À 380 mètres, par exemple, des incidents lors de la bromuration peuvent causer des dégâts irréversibles. Résultat, ils ont dû installer chez eux une pièce de confinement. Alors ces pièces confinées, c'est un endroit où quand on entend l'alerte, on s'enferme dans cette pièce et on attend. Votre pièce de confinement, c'est quoi? C'est un bunker? C'est un bunker qui protège de rien, quoi. Voilà. En l'occurrence, une pièce d'appoint rendue supposément étanche. Je vais vous montrer le fameux joint de confinement qui nous met à l'abri des gaz qui peuvent s'échapper de l'usine Arkema. Voilà, un petit joint en mousse, là, à 3 sous. Et ici, ils ont fait une petite retouche parce que après le retour de notre grand savant, ils se sont aperçus que là, il pouvait y avoir une petite fuite. Je pense que c'est une grande galéjade, quoi. On s'amuse, on se moque de nous, là. C'est nos vies qu'on met en danger, là. Mais bon, apparemment, l'argent compte avant, ça passe devant. De l'autre côté de la rue, le centre social vit sous la même menace, mais avec du public, des adultes et surtout des enfants. Ça, c'est une salle de confinement? Absolument. Ça, Ouais. on en a 2 dans l'établissement. Et alors, vous faites quoi quand ça se passe? En cas d'alerte, c'est ici qu'il faut se confiner. Karine Marsiglia sort alors sa boîte de secours. Et là, vous avez quoi à l'intérieur pour tenir 3 à 7 heures? On a des petits gâteaux, de l'eau, qui sont à côté. On a également le scotch, parce que même si on est en salle de confinement, on doit cloisonner encore les fenêtres. Double vitrage, hermétiquement, on doit être à l'abri. Donc, avec du scotch, vous allez empêcher un gaz mortel de rentrer? Absolument. Vous y croyez? Pas vraiment. Je ne suis pas chimiste, mais clairement, quand on parle de brome, de chlore, je ne sais plus trop quelle molécule, on n'est pas naïf non plus. On se rend bien compte qu'il y a un risque. Et encore une fois, les mots ont une valeur. Risque. Nous sommes en zone Seveso létale. Un danger chimique au cœur d'une métropole de près de 2 millions d'habitants. Tout ça pour un produit dit durable. Mais est-ce qu'Onrunning est au courant? Nous leur avons clairement posé la question par écrit, car toutes nos demandes d'interview sont restées sans suite.
Saviez-vous que les résidents à proximité de l'usine d'Arkema à Marseille, où l'huile de ricin est transformée en polymère et qui est classée Seveso seuil haut, doivent avoir des pièces de confinement? Tous les partenaires avec lesquels nous travaillons doivent respecter notre code de conduite des fournisseurs. D'accord, mais les pièces de confinement d'Annie, Lucien et Karine, ils en pensent quoi? On ne le saura pas. Pour en savoir plus sur l'usine, nous avions rendez-vous avec un ancien employé. Mais juste avant le jour de l'interview, coup de téléphone. Entretien annulé. D'accord, merci. Menaces, autocensure, le climat est décidément particulier. Mais qu'y a-t-il à cacher? Les opérations sur le site ou ce qui en sort? On croyait le matériau recyclable et circulaire. Les jolies publicités entretiennent même l'idée qu'il se dégraderait dans la nature, car il est issu du ricin. The circle of life meets the circular economy. Nothing goes to waste. Le cycle de la nature, où rien ne se perd, et celui de la chaussure sont mis en parallèle. De quoi nous plonger dans une certaine confusion. Pour la dissiper, nous allons voir une spécialiste reconnue des polymères, la directrice d'un laboratoire qui étudie la dégradation des plastiques. Les pressions de l'industrie ne l'impressionnent pas. Notre chaussure l'effare. And you get the picture. C'est une chaussure de rêve. C'est réaliste? Non, bien sûr, pas du tout. Là, on pourrait se dire, on fait des chaussures avec du ricin, donc la nature va être capable de les dégrader. Mais non, parce que c'est sans compter l'intervention de l'homme au milieu. C'est-à-dire que l'huile de ricin est complètement détruite et par des procédés chimiques, on reconstitue un polymère qui s'appelle du polyamide ou du polyester ou ce qu'on veut, hein, ou du polyéthylène, qui est identique au polymère pétrochimique. C'est vrai qu'à partir du moment où on entend le préfixe bio, on se dit, quelque part, c'est bénin. Mais non, parce que le bio peut être manipulé chimiquement et on obtient des matériaux comme le polyamide qui ne sont plus du tout réintégrables et qui sont plus du tout biodégradables. When the shoe is returned, we grind it, we melt it, and we create new raw material out of it. Est-ce que c'est une manière de déculpabiliser les gens? C'est-à-dire de leur dire... Oui, c'est une manière de surfer sur l'idée que l'on a, et qui est juste au départ, que tout ce qui est biologique ne déstabilisera pas nos écosystèmes, puisque justement la matière biologique est faite pour s'intégrer dans ces cycles biogéochimiques. Je vous donne un exemple très simple. La feuille d'arbre qui tombe, et puis ensuite que vous retrouvez à l'identique le printemps d'après. Ça, c'est le plus bel exemple de recyclage, sachant que dans notre environnement, il y a tout un tas d'organismes qui sont capables de digérer ces feuilles pour libérer des nutriments, et ensuite pour que les plantes puissent les resynthétiser à l'identique au printemps d'après. Vous avez bien entendu, notre basket en ricin ne peut donc pas se recycler comme une feuille d'arbre, car le brome, le chlore et l'ammoniac sont passés par là, dans l'usine de Marseille. Alors la basket est-elle recyclée, comme répété en boucle, ou pas? Au téléphone, Arkema nous a affirmé même que l'opération a lieu dans le nord de l'Italie, en Lombardie, dans le village de Casabultano, près de Crémone. C'est ici que doivent converger les chaussures du monde entier pour être recyclées. Mais quand nous demandons à filmer ce recyclage, pas de réponse. C'est finalement On qui, par écrit, nous fera cet aveu stupéfiant fin avril. Nous collectons les chaussures et nous sommes en bonne voie pour commencer le processus de recyclage. Vous avez bien compris, le recyclage n'a pas lieu. Pas encore, il est en bonne voie selon On Running. Cela fait pourtant 2 ans que la Cloud Neo est vendue avec cette promesse. D'après notre spécialiste, l'opération est de toute façon hautement improbable. On aimerait tous que nos plastiques soient circulaires, soient recyclables, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, on ne sait pas les recycler à des coûts environnementaux et économiques qui soient raisonnables. Une exception, le PET. Les bouteilles en plastique que nous utilisons quotidiennement peuvent être décyclées, c'est-à-dire transformées une fois en un sous-produit comme une polaire ou une chaise de jardin. Ce procédé de recyclage ne s'adresse pas au polyamide, donc c'est-à-dire au plastique qui constitue cette chaussure.
En tout cas, pas pour l'instant. Donc ça veut dire... Et pas dans les décennies à venir. Hein. Je ne vois pas bien comment on pourra résoudre ce problème-là. Le recyclage est pourtant au cœur de la publicité. C'est ce qui permet de justifier la vraie invention marketing de la Cloud Neo, qui est redoutable, l'abonnement. Comme avec les plateformes de streaming musical, On propose de s'abonner à une chaussure. The only question left is, are you ready to change the world of running? C'est ce que va faire notre Marcel. Il doit d'abord s'engager à verser 35 francs par mois. Dès réception de la Cloud Neo, son compteur s'enclenche. Et quand après 90 jours, il arrive à 0, il pourra demander une nouvelle paire. Mais il devra renvoyer l'ancienne qu'il aura portée 3 mois. Une sorte d'obsolescence programmée par contrat. Mais comme c'est officiellement neutre pour la planète, tout va bien. Mais est-ce bien crédible? Même notre fan de la première heure a des doutes. On va pousser la consommation quand même très très loin. Qui va changer de chaussure tous les 3 mois? Une chaussure, elle dure plus que 3 mois. Alors peut-être qu'on a envie d'avoir une chaussure qui soit toujours propre. À la limite, on peut en prendre soin. Je crois savoir que le coût est de environ 30 francs par mois. Donc on annualise ça, c'est 360 francs. En 2 ans, vous allez dépenser 720 francs pour avoir toujours la même paire de chaussures. Avec 720 francs, vous achetez probablement 4 ou 5 paires de chaussures. Donc moi, je ne serais pas du tout intéressé par ça. Ce sont des pratiques commerciales qui ne devraient pas être autorisées. Avant d'autoriser quelqu'un à nous vendre des bienfaits comme ça, on devrait d'abord leur demander de le démontrer. Le consommateur ne devrait pas être induit en erreur. La question n'est pas que morale, elle est aussi légale. Explication. Pour tout ce qui est publicité commerciale, on a une loi fédérale qui s'appelle la loi sur la concurrence déloyale. Et cette loi, elle précise ce que l'on peut dire et ce que l'on ne peut pas dire dans cette publicité commerciale. Donc, principalement, il y a 2 choses que l'on ne peut pas faire. Ce sont des indications qui sont soit inexactes ou des indications qui seraient fallacieuses, c'est-à-dire trompeuses. Il peut y avoir alors plainte pénale ou saisie de la Commission suisse pour la loyauté, l'organisme de veille sur la publicité. C'est ce qui est arrivé à la FIFA en juin 2023, reconnu coupable de greenwashing pour avoir prétendu que le dernier mondial, organisé au Qatar, était neutre en carbone. Depuis, la Commission a sorti cette directive. Désormais, une entreprise qui affirme par voie publicitaire agir pour l'environnement doit pouvoir le prouver. Si la chaussure n'est pas entièrement recyclable, alors que la publicité dit clairement que c'est complètement recyclable, on pourrait être dans une information ou une allégation qui est inexacte. Dans ce cas-là, elle pourrait tomber sous le coup, effectivement, de la loi sur la concurrence déloyale. Résumons, notre basket recyclable n'est donc pas recyclé, pas encore selon On. Mais qu'en est-il de l'autre promesse, la sustainability, autrement dit la durabilité? Cela ne concerne pas que l'environnement, mais aussi des conditions de travail équitables, au-dessus des minima. Pour cela, il faut savoir où est fabriquée la chaussure. En Suisse? Pas vraiment. En cherchant bien à l'intérieur, on trouve écrit en tout petit une indication « Made in Vietnam ». Après l'Inde et la France, encore des kilomètres. Le Vietnam, un beau pays, sûr, dynamique, bon marché, bref, accueillant. Et pas que pour les touristes. En alliant capitalisme et parti unique, le Vietnam s'inspire de la recette chinoise. Résultat, des zones industrielles bien organisées où personne ne se plaint et une main-d'œuvre en quête de pouvoir d'achat. Les grandes marques occidentales de textiles et d'articles de sport ont trouvé ici leur paradis. Les usines-ateliers se multiplient, surtout dans le sud du pays, autour d'Ho Chi Minh City, l'ancienne Saigon. Retrouver notre chaussure ne s'annonce pas simple. Les informations sont rares, il va falloir s'obstiner. Pour cela, on peut compter sur David Ashfeld de Public Eye, l'ONG suisse qui traque les mauvaises manières des multinationales. Lui est l'enquêteur spécialisé textile et chaussures, il est à Zurich. Alors sur le site de On, on trouve d'abord les informations. Ils produisent chez Prowell.
On trouve une image, et puis quand on regarde ce qui se passe chez Prowell, qui travaille vraiment, est-ce qu'on trouve d'autres informations? Combien de personnes y travaillent? Qui sont ces personnes? En fait, on ne trouve rien. On peut dire qu'il y a 10 ans environ, presque aucune entreprise n'était vraiment transparente. Il y a 10 ans, tout était obscur, et on disait que c'était un secret commercial de parler de l'endroit où on produisait. Mais cela a beaucoup changé. Le tournant, ce fut ce drame au Bangladesh en 2013, quand 1130 ouvriers textiles sont morts écrasés et 2500 blessés dans l'effondrement du bâtiment où ils travaillaient, le Rana Plaza. Depuis, les marques occidentales qu'ils approvisionnaient se sont engagées pour plus de transparence. Une volonté incarnée par le Transparency Pledge, la promesse de transparence. Et si on regarde qui a rejoint ce pledge entre-temps, on voit que c'est devenu en fait le who is who de l'industrie. Donc ça commence par Adidas, puis Asics. Ce sont des concurrents directs de On. On remarque vraiment qu'il y a maintenant beaucoup d'entreprises qui répondent à ces normes minimales. Ici, en Suisse, il y a aussi Mammut. Et pourquoi On n'y figure pas aux côtés de ses concurrents? Voici la réponse. Bien que nous n'ayons pas formellement signé la charte de transparence, c'est quelque chose que nous pouvons envisager à l'avenir. Au passage, On adoptera peut-être l'autre outil incontournable de la transparence, le Open Supply Hub. C'est vraiment quelque chose de basique. Vous publiez simplement votre liste d'approvisionnement dans cet outil. C'est le standard absolu. Eh oui, il devrait être ici. Mais on voit que On n'est pas là. C'est donc étonnant qu'une entreprise qui affirme aussi clairement « nous sommes transparents » soit à la traîne sur sa responsabilité en matière de transparence. Faute d'informations, nous cherchons alors Prowell sur Google Maps. Si l'on zoome un peu, on constate que l'usine se trouve dans les environs de Ho Chi Minh Ville, dans une zone industrielle, Long Can. Avec Google, on voit donc que cette usine existe. Mais si nous voulons connaître quelles sont les conditions de travail dans cette usine, là, Google ne nous aide pas. Il faut se rendre sur place, à 80 km d'Ho Chi Minh City. Pas si simple. Le pays est classé 174e sur 180 pour la liberté de la presse. Ici, pas de syndicat indépendant. Il faut se faire discret pour approcher de l'usine et patienter plusieurs jours pour convaincre finalement 3 ouvrières de témoigner, même sous strict anonymat, et pour dire tout leur bonheur de produire pour On. La première est couturière depuis 2 ans et connaît bien notre chaussure. Selon elle, mais c'est invérifiable, l'usine emploierait environ 20 000 personnes. Mon entreprise ne fait que des chaussures. Connaissez-vous la marque? Oui, bien sûr. On l'appelle On. Vous travaillez pour une seule marque? Oui, On. Toujours aussi discrètement, nous rencontrons 2 autres ouvrières qui sont dans l'usine depuis plus longtemps. C'est un avantage, la prime de fidélité augmente avec les années. L'une est à l'atelier de pression, l'autre à la couture. Elles aussi s'estiment bien traitées, même si elles se cachent pour le dire. Vous travaillez combien d'heures par jour? Officiellement, 8 heures par jour. On fait des heures supplémentaires s'il y a beaucoup de commandes. On peut faire 2 heures de plus par jour. On aime bien avoir des heures supplémentaires. S'il n'y en a pas, les gens ne peuvent pas gagner assez d'argent. Alors ils sont découragés et ils vont chercher du travail ailleurs. Plutôt que des heures supplémentaires, vous ne préféreriez pas un meilleur salaire de base? Je trouve que mon salaire est bien comme ça. Je n'ai pas besoin d'être augmenté. Et puis on doit voir s'il y a des commandes, des contrats assez réguliers avant d'exiger quoi que ce soit. Avec 8 ans d'ancienneté, quel est son salaire de base?
C'est 7 millions sans les heures supplémentaires et 9 millions avec. Et vous ? Je ne suis là que depuis 3 ans. Mon salaire, c'est 5 880 000, donc près de 6 millions. Il y a les aides et assurances aussi. Même sans les heures supplémentaires, ça fera 7 millions ou plus. Sans heures supplémentaires, le temps de travail légal au Vietnam est déjà de 48 heures par semaine. Avec 3 ans d'ancienneté, une de nos ouvrières dit gagner 6 millions de dong en salaire de base, soit 216 francs par mois. Même avec les heures supplémentaires, on est très loin du salaire de subsistance, celui qui permet d'entretenir correctement un foyer. On l'appelle communément le living wage, calculé dans les pays à risque par des organismes indépendants, comme la Coalition asiatique pour la lutte contre la pauvreté. Au Vietnam, il faudrait gagner environ 12,5 millions de dong pour pouvoir en vivre bien. Et peut-être devons-nous réfléchir à ce que cela signifie après conversion. Ce n'est pas un salaire de luxe. Ça représente environ 450 francs, ce qui suffirait presque à nourrir une famille et à couvrir les besoins de base. Les journées sont longues, le travail exigeant. Les ouvriers savent que les chaussures seront vendues cher et doivent être parfaites. Si on fait vraiment trop de fautes, que l'on reçoit plusieurs avertissements et que l'on recommence, là, il y aura des pénalités à payer, ce qui est assez juste. Selon la gravité, cela peut coûter jusqu'à 200 000, voire dans les cas les plus graves, 500 000. Comme c'est destiné à l'étranger, si une chaussure n'est pas bien faite, tout le lot est renvoyé. Il suffit vraiment d'une seule paire qui pose problème. On l'a compris, le client est roi. Et ici, il n'y en a qu'un, c'est On Running. Dans son dernier rapport d'impact, l'entreprise se donnait comme objectif que tous les salariés de ses sous-traitants vietnamiens aient un salaire de subsistance d'ici à 2025. À quel montant cela correspond et pourquoi attendre ? Voici la réponse de On. Nous sommes en train de revoir nos objectifs et méthodologies liés au salaire et fournirons une mise à jour complète dans notre prochain rapport d'amélioration. La réponse élude la question. Pourtant, en tant qu'unique client de Prowell, On pourrait influer sur les conditions de travail. Mais est-ce bien une priorité ? Le mouvement écologique Campax, influent en Suisse alémanique, en doute. Pour interpeller la marque, il installait en février dernier un faux fédéraire ensanglanté devant une machine à coudre, juste devant le siège de la marque à Zurich. Le magazine de consommateurs K-Tip venait de révéler à ses 250 000 abonnés le fossé béant entre les modestes salaires vietnamiens et les énormes profits de On. Et pour cause, les marges de la marque seraient sur certains modèles jusqu'à 2 fois supérieures à celles de ses concurrents qui produisent aussi au Vietnam. En payant moins cher qu'Adidas ou Puma pour des chaussures similaires et en les revendant plus cher en Suisse. Les gens étaient surpris que Roger Federer tolère une situation comme celle-ci, qu'il, par exemple, n'intervienne pas au Vietnam. On ne sait pas. On a confronté Roger Federer. On n'a jamais reçu une réponse de sa part ou de son management. J'ai l'impression que Roger Federer évite le sujet parce que, il y a un mal là. Entre l'image produite pour les consommateurs et la réalité des ouvriers en Vietnam, mais aussi la réalité des prix très très bas, prix d'achat et prix de vente très élevés, ça a choqué pas mal de nos lecteurs, lectrices. Ouais. J'ai l'impression que On se repose encore beaucoup sur le fait d'être une entreprise si jeune et si nouvelle. On est une entreprise relativement jeune. Mais cela fait déjà 10 ans qu'elle existe. Entre-temps, On a réalisé des milliards de chiffres d'affaires. On est puissant. Et avec un tel chiffre d'affaires, le fait qu'il progresse si peu dans le domaine de la responsabilité, c'est un peu gênant.
On Running a en fait adopté les méthodes de ses concurrents, mais avec visiblement moins de transparence et encore plus de culot. Après le recyclage et la durabilité, la promesse de circularité. Circularité, le mot est à la mode. En vrai, cela impliquerait de préserver les ressources de la planète, pas exactement le modèle de On. Cette spécialiste de l'économie circulaire nous en explique les fondements, les 3 R. Les 3 R de base, c'est refuse, reduce, recycle. La première chose à faire, c'est refuse, donc c'est d'éviter la production de déchets. En fait, là où on va gaspiller le moins, c'est en ne produisant pas. Ensuite, reduce, ça veut dire on va essayer de réduire la quantité de déchets qui est produit, la quantité de ressources qui est utilisée, prendre soin de réutiliser, de réparer. Et puis enfin, quand la réutilisation n'est plus possible, on va recycle. Refuse, reduce, recycle, les 3 R deviennent chez On. Run, recycle, repeat. Répéter encore et encore pour faire passer le message. Consommer, c'est circulaire. Il fallait oser. Il y a un R qui est très important, qui n'est pas run, mais qui est rethink. Donc il faut repenser en amont. Et des fois, repenser, ça implique aussi simplement repenser, c'est aussi questionner le besoin. Qu'on parle de cycle tout le temps, de circularité, de cycle. Pour le plastique conventionnel, la circularité n'existe pas actuellement. Il n'y a pas de cycle de vie. C'est une chaîne de vie. Et ça, c'est très important parce que là aussi, je trouve que ça participe à une espèce d'imaginaire. On se dit, si le plastique a un cycle de vie, c'est que quelque part, on est capable de boucler ce cycle. Non. La chaussure, dès qu'on va commencer à courir, elle va commencer à s'user. Et ça aussi, c'est une idée reçue qui est fausse, que l'on a, et qui consiste à penser que le plastique ne pollue que lorsqu'il devient un déchet. Ce n'est pas le cas. Dès sa production, le plastique commence à vieillir et à s'user. Et donc, vos chaussures en plastique, dès que vous commencez à courir avec, elles vont commencer à s'user et vous allez émettre des microplastiques un petit peu partout dans l'environnement. Et ces microplastiques, ils n'ont aucune frontière, rien ne les arrête. Et vous allez les retrouver ensuite dans votre propre organisme. Et ils vont s'accumuler et ensuite entraîner des désordres de type inflammatoire, des désordres métaboliques, etc. Parce que notre organisme, aucun être vivant n'est équipé des outils biologiques pour se débarrasser de tous ces microplastiques. La Cloud Neo peut-elle alors sérieusement prétendre être circulaire? La réponse de On est pour le moins évasive. Nous sommes en route vers un modèle circulaire, et l'intégration des chaussures Cloud Neo dans le programme Cyclone marque une première étape de ce changement. Résumons. Pour voir le jour, notre chaussure a fait un long voyage, 6300 km de l'Inde à Marseille, puis à nouveau 10 000 km pour arriver au Vietnam. Elle part ensuite vers 34 pays, distance moyenne 9400 km, avant d'être retournée en Italie, 2200 km en moyenne, pour être théoriquement recyclée. Au total, 28 000 km pour faire une Cloud Neo avec seulement un recyclage. Et ce n'est que le début, car le recyclage est supposé recommencer encore et encore. À force de faire le tour du monde, elle finirait par être circulaire? Mais serait-il possible de faire autrement? Dans son laboratoire de l'EPFL, Jérémy Lutherbacher et sa vingtaine de chercheurs s'y consacrent depuis des années. Mais ce n'est pas simple de créer un polymère issu de plantes qui soit à la fois biodégradable à terme, mais assez résistant pour être utilisé, le tout à un coût abordable. Avec ce nylon en cellulose, par exemple, imaginé pour de futurs filets de pêche, une basket coûterait plus de 1 000 francs rien qu'en matériaux. Impensable. Nous, on peut créer des produits via des startups du labo, et ce qu'on voit, c'est que si le seul bénéfice que vous sortez, c'est qu'un produit est plus durable, vous n'allez pas réussir à pénétrer le marché. Parce que les gens, fondamentalement, à part des produits très, très niches, ils ne sont pas prêts à payer plus pour quelque chose de plus durable parce que le système sociétal, gouvernemental, régulatoire ne les force pas à payer plus. La vraie solution, ce n'est pas d'attendre qu'une compagnie fasse les choses parce qu'ils sont gentils. Ça serait d'induire un système où ils soient obligés, pour se faire de l'argent, de faire les choses de manière durable. D'accord, c'est compliqué.
Mais est-ce une raison pour nous raconter ça? Nous sommes très fiers d'avoir participé au développement de cette chaussure. Pour nous, ce projet fait la synthèse des meilleures solutions d'Arkema et des bonnes pratiques en matière de durabilité. Matériaux biosourcés, éco-conception, recyclage garanti et optimisé, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. When the shoe is returned, we grind it, we melt it, and we create new raw material out of it. And that is actually when the cycle is complete. Le ricin nous avait bien fait rêver avec ces agriculteurs heureux du Gujarat. Ils croyaient leur récolte destinée à des remèdes naturels conçus pour équilibrer le corps et l'esprit, pas pour répandre plus de plastique sur la planète. Je veux vous montrer quelque chose. Regardez. C'est une chaussure de sport. C'est joli. C'est joli. Et si je vous dis que pour fabriquer cette chaussure, on utilise du ricin, comment vous comprenez ça? Je me demande comment on peut utiliser du ricin pour fabriquer ces chaussures. Je ne comprends pas. Au marché aussi, nous allons créer la surprise. Jaswant, vous pouvez nous dire ce que c'est? C'est une chaussure. Prenez-la et regardez. Oui, c'est une chaussure. C'est fait à partir de ricin. C'est vrai? Regardez-la bien. Et vous trouvez ça bien qu'on fasse une chaussure avec du ricin? C'est bien fait. C'est une bonne chose. Si la demande est plus forte, les agriculteurs obtiendront un meilleur prix, donc c'est une bonne chose. Nous sommes les acheteurs et il y a les agriculteurs. Et s'ils obtiennent un meilleur prix, eh bien, ils produiront plus. Et imaginez que le ricin qu'il achète devienne une chaussure en plastique. Ça le dérange? Ce n'est pas un problème. Il n'y a aucun problème à fabriquer du plastique. Tout le monde n'est pas de cet avis, mais notre basket fascine. C'est bien, les chaussures sont bien, mais vous nous dites qu'elles sont en plastique et ça va pas. C'est bien si elles gardent la matière naturelle. Non, le ricin ne doit pas être utilisé pour fabriquer du plastique qui sert à faire des chaussures. Vous dites donc que le ricin ne doit pas être transformé en plastique? Non, il ne faut pas le faire. Retour dans le village de Vishnubai. Il veut nous montrer quelque chose, abasourdi par la basket que nous lui avons montrée. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tout ça, c'est du plastique, des déchets. Il y en a partout. Il faut fabriquer des choses naturelles. Il ne faut pas faire du plastique. C'est une source de problèmes. Ça pollue. Les produits chimiques causent la pollution de l'air. Les plastiques réduisent la fertilité des sols. C'est un gros problème. Il faut l'interdire. Si vous apprenez que le ricin que vous cultivez est utilisé pour fabriquer du plastique pour des chaussures, vous en penseriez quoi? Je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que ce n'est pas bon. Cela cause de la pollution. Vous connaissez cette personne? Oui, je le connais. C'est un champion de badminton. Je le connais, mais j'ai oublié son nom. Vous trouvez bien qu'un joueur aussi important soit l'image de cette marque de chaussures? Il ne devrait pas les porter. Il ne faut pas porter ce qui est mauvais pour la santé. Il ne devrait pas le faire. Il faut l'interdire. Et Roger, il en pense quoi de tout ça? Une chaussure recyclable qui n'est pas recyclée? Pas encore. Un produit circulaire qui fait surtout le tour du monde? Nous l'avons sollicité via sa fondation, qui nous a poliment renvoyé vers On. La fondation Roger Federer n'est pas affiliée à On Running. Par conséquent, les demandes doivent être adressées directement à On Running.
Pas concerné donc. Pourtant, notre héros national n'est pas un actionnaire comme les autres, il est impliqué dans la marque et le fait savoir, avec tout l'impact que sa popularité immense peut avoir sur les consommateurs. Je peux vous dire qu'à la fin de ma carrière, je ne serai pas vendeur de chaussures. Par contre, aider la marque m'intéresse. L'aider à quoi? À raconter une nouvelle histoire, peut-être?